Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. Interdire la production de moteurs essence et diesel dès 2035, taxer le kérosène dans l'aérien ou accélérer la production d'énergie renouvelable. Le pacte vert européen présenté ce mercredi entend décarboner l'économie. Un virage salué par les ONG mais qui a suscité une levée de boucliers, notamment chez les constructeurs automobiles. On en parle avec Manon Aubry, eurodéputée et coprésidente du groupe de la gauche européenne. François Roudier, porte-parole de la plateforme de la filière automobile. Vous représentez les constructeurs et équipementiers français, soit 400 000 emplois en France. Et Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. François Roudier, en 2035, seuls les véhicules neufs 100% électriques ou à hydrogène pourront être vendus. La fin des ventes de moteurs diesel, essence ou hybrides dès 2035, avant l'échéance française de 2040. Vous diriez que c'est mission impossible ou un défi à relever? C'est un raccourcissement du temps qui n'est pas très réaliste en termes d'industrie. Il faut savoir que nous étions calés sur 2040 pour des raisons tout à fait simples. L'automobile n'est pas dans la transition écologique, elle est dans une révolution écologique. Imaginez que C'est pas on avait incompatible, hein. alors oui, c'est pas incompatible. De toute façon, quand on est dans une révolution, on est engagé. Les dizaines de milliards d'investissements que fait l'industrie automobile dans l'électrification de ces véhicules le prouvent. Et il est difficile maintenant de ne pas voir combien les constructeurs sont lancés dans une bataille frontale entre ceux qui vont pouvoir passer ce cap et donc qui peuvent investir, et puis ceux qui commencent déjà en Europe à décrocher. Mais Le président, vous plaidez voilà, pour on le est dans un maintien système. de voitures hybrides rechargeables pendant une période de transition. Pourquoi est-ce si compliqué de passer directement au 100% électrique? Alors c'est compliqué parce que en fait la batterie électrique, les cellules de batterie électrique sont assez différents de ce qu'on a pu avoir dans l'automobile depuis sa création. Une batterie électrique, c'est 30 à 40 du prix d'un véhicule, du prix de revient, de sa valeur. Et ce qu'on constate, c'est que la technologie de ces batteries est en évolution. Actuellement, c'est assez difficile, vu les petites quantités qui sont utilisées, de pouvoir avoir des coûts d'échelle, ce qu'on avait très facilement depuis Henry Ford sur l'automobile. Donc maintenant, on voit que pour avoir plus d'autonomie sur une voiture purement électrique, il faut rajouter des cellules de batterie, donc rajouter du poids, alourdir le véhicule. Donc on est dans un moment où on est sur une technologie, donc cette technologie lithium-ion qui est en train d'être lancée. On envoie un message très clair aux investisseurs, puisque tous les groupes automobiles démarrent tous leurs programmes en électrique, que ce soit des hybrides rechargeables ou pas, et surtout de l'électrique. Et puis, vous avez la création de ces gigafactories en Europe. L'Europe était très en retard par rapport à d'autres régions, et maintenant, on voit que tout ça arrive entre 2025 ou plutôt 2030. D'ailleurs, on voit que Donc, le Royaume-Uni veut interdire les nouvelles voitures thermiques dès 2030. C'est oui, et encore vous plus avez ambitieux. voilà, et vous avez un développement des véhicules à batterie ou à hydrogène au Royaume-Uni qui est assez significatif. Eh bien, Hein, tous les pourquoi ne pas faire outils. la même chose en France ou en Europe? Alors on le fait, mais derrière, il faut voir le timing de tout ça. C'est pas vraiment sur le fond. Sur le fond, de toute façon, nous sommes lancés dans ce défi-là, et l'électrification, elle est absolument inexorable. On ne sait pas faire autrement pour arriver à réduire le CO2. Ce qu'il y a, c'est que vous avez un raccourcissement, alors qui est peut-être politiquement correct et politiquement valable, mais sur le plan industriel, c'est très difficile. 5 ans, c'est pas rien. Les voitures que vous voyez actuellement en vente sont des voitures qui ont été dessinées il y a 6 ou 7 ans. Donc on a derrière tout un système assez incompressible. Pour vous donner un exemple, actuellement, une voiture d'entrée de gamme en électrique coûte 3 fois plus cher qu'une voiture thermique. On va sûrement réussir à réduire ce prix. C'est le plan de Renault, par exemple, qui veut faire une nouvelle R5 avec un système électrique un peu simplifié et qui arriverait à être à peu près au niveau d'un véhicule thermique. Mais Manon le Aubry, chemin je est long. voudrais vous entendre réagir là-dessus, sur le fait que ces voitures électriques sont plus chères. On est dans ce débat, hein, de justice sociale et aussi de difficultés industrielles.
Oui, c'est exactement ce que je pointais tout à l'heure et qui est une de nos inquiétudes. De nouveau, pour chacun d'entre nous, prenons la scène dans notre vie quotidienne, pour un certain nombre de Français, mais aussi d'Européens qui, tous les jours, prennent leur voiture pour aller travailler, n'ont pas forcément d'alternative de transport et n'ont pas les moyens de changer leur voiture. Et Et sans donc, parler de tous ces sous-traitants, de ces emplois qui vont être détruits avec la fin du thermique. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, 2 choses. D'une part, repenser la mobilité dans son ensemble. C'est pas juste on remplace une voiture par une autre. Par ailleurs, ça a un coût écologique aussi de produire des voitures, hein. Il faut pas penser que si on passe à la voiture électrique, c'est neutre et puis il faut reproduire, des voitures. Mais donc repenser la mobilité dans son ensemble qui passe par, l'organisation des territoires, des espaces urbains et cetera et le développement d'alternatives de transport et je le redis pour ça, ça nécessite des investissements qui sont colossaux et qu'il faut faire dès maintenant si on veut que ces alternatives soient suffisamment disponibles au moment où on sort du modèle tout voiture. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, vous avez raison de le pointer, sur la question de l'industrie, du nombre d'emplois qui en dépendent. C'est le cas en France, mais c'est évidemment pas le seul pays. On pense à l'Allemagne, qui est un gros pays de production de voitures. Il ne s'agit pas de tuer du jour au lendemain une industrie, mais comme dans d'autres industries, de les accompagner, y compris quand c'est nécessaire, à de la reconversion. Et là aussi, ça a un coût pour l'État qu'il faut prendre en compte, qu'il est indispensable de mettre sur la table dès maintenant, si on ne veut pas abandonner en race campagne, en effet, des employés qui ont servi souvent des années, voire même des décennies dans cette industrie-là, qu'on doit accompagner dans sa reconversion du coup. Alors accompagner la reconversion et puis parallèlement l'Union européenne veut, au-delà de l'automobile, porter la part du renouvelable à 40% d'ici 2030 contre un peu plus de 20% actuellement. Thomas Pellerin-Carlin, pour y parvenir, la Commission veut notamment taxer le kérosène pour l'aérien. Vous diriez que c'est la fin d'une injustice ? Je voudrais quand même dire un mot sur l'enjeu du véhicule électrique parce qu'il est crucial. Les constructeurs automobiles en fait sont divisés. Il y a une bataille en interne entre une vieille garde et une nouvelle garde. La nouvelle garde a déjà gagné auprès de Volkswagen, de Volvo et de Renault et ils soutiennent la proposition de la Commission de l'arrêt de la vente de véhicules thermiques et hybrides en 2035. Après, il y a toujours des combats d'arrière-garde, des gens qui regardent les années 90 au lieu de regarder l'avenir. Quand on regarde l'avenir, il faut justement des économies d'échelle. Les économies d'échelle, cette réglementation va la permettre, justement. Et elle va permettre aussi de soutenir la création d'emplois dans les industries de batterie. On a plus de 40 000 emplois à créer en Europe dans l'industrie de la batterie, avec des usines qui sont en train de sortir de terre, à Grenoble, à Douvrin, dans le bassin minier. Et bien évidemment, tout ça est fait en cohérence avec le sujet des énergies renouvelables, puisque l'idée est évidemment de fournir de l'électricité d'origine renouvelable pour ces voitures électriques. Et c'est particulièrement intelligent de le faire de cette manière-là, parce que votre véhicule électrique, vous n'avez pas besoin de l'avoir tout le temps branché. Vous le branchez généralement soit au milieu de la journée, si vous êtes au bureau ou à l'usine, soit le soir quand vous êtes rentré chez vous, ce qui permet du coup à l'énergie solaire, notamment au milieu de journée, et à l'énergie éolienne, notamment la nuit, de recharger votre batterie de véhicule. François Roudier, j'aimerais vous entendre réagir. Ancienne nouvelle garde. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire, alors que je sais que l'Institut a publié des policy papers qu'on a appréciés. Vous savez, la personne qui critique actuellement le plus, c'est le directeur technique de Renault, qui avant était le directeur technique de PSA. Donc, c'est un changement assez courant dans l'industrie. Et c'est lui qui, justement, a une vision, c'est sûrement le plus grand spécialiste des batteries en Europe, et lui a très bien compris qu'on était un petit peu court. Alors, vous savez, est-ce qu'on va y arriver? Oui, on peut y arriver. Le seul problème, ce qui nous fait très très peur, c'est que l'élément clé de la réussite de l'électrification, c'est le client, c'est l'acceptation par le client. Donc si la voiture est trop chère, si la voiture n'a pas l'autonomie, si le client ne réussit pas à se recharger facilement, on va vers un échec. Alors Bruxelles, justement, entend imposer aux États membres de se doter en bornes de recharge, au moins 2 stations de recharge rapide tous les 60 km. Avant d'aborder ça, l'échec de l'électrification, il faut comprendre ce que ce sera. Ce n'est pas la non-réussite des grands constructeurs automobiles. On va y arriver. C'est le fait que les clients, n'ayant pas confiance, ne vont pas acheter et vont faire vieillir leur voiture. Et les voitures qu'on a utilisées, qu'on a produites, sont capables de vieillir très longtemps. Il n'y a pas d'obsolescence programmée dans les véhicules. Donc vous allez risquer d'avoir une Europe à 2 vitesses, avec un parc automobile tout à fait moderne, électrique, connecté, et puis un parc automobile qui vieillit. Donc ça, c'est vraiment le risque sur l'échec de l'électrification en Europe. Thomas Pellerin-Carlin, vous partagez cette analyse
Effectivement, il y a un risque, et c'est d'ailleurs pour ça que la Commission ne propose pas de mettre en place cette mesure demain, mais donne 13 ans et demi. Et 13 ans et demi, c'est, à mon avis, un délai tout à fait raisonnable pour se préparer et relever des défis qui sont des défis vraiment importants. Mais encore une fois, on a 13 ans et demi pour relever ces défis-là et pour gagner. Manon Aubry. Oui, et puis je rajoute par ailleurs que si on termine sur la question des voitures, le Haut Conseil pour le climat en France avait fait la recommandation de sortir du modèle des voitures thermiques en 2030. Donc c'est déjà un délai supplémentaire qui est donné par la Commission européenne. Et si vous voulez, la question centrale sur la question des voitures, mais aussi sur les autres, que ce soit les énergies renouvelables ou autres, parce que finalement on n'a pas abordé ce sujet majeur quand même, qui est un des outils au service de la transition écologique, c'est pas de savoir si l'on peut, mais quels moyens on se donne pour y arriver, étant donné qu'on n'a pas le choix. On subit tous les jours les effets du dérèglement climatique et hasard du calendrier, mais en même temps il y a des bouleversements climatiques tellement tous les jours. On a tous vu les inondations terribles en Allemagne. En Belgique et au Luxembourg. Ça fait suite à des températures records au Canada, mais aussi dans le nord de l'Europe. Donc, on subit déjà au quotidien le changement climatique. Donc, pour moi, c'est plus l'heure des petits pas, c'est plus l'heure d'une bataille de chiffonniers. Est-ce que vraiment on peut, etc. En fait, on n'a plus le choix. Et donc, maintenant, il faut mettre toute notre énergie collective, mais aussi celle de la contrainte d'État pour s'assurer que ces objectifs sont remplis. Parce que, par exemple, sur les énergies renouvelables, la France n'a même pas rempli son objectif précédent de 23% d'énergie renouvelable. Elle n'est qu'à 19%. Donc, je veux bien que la Commission européenne fixe, par exemple, un nouveau cap. Mais si derrière... Mais déjà, respectons les engagements nationaux. Merci beaucoup. Et respectons les nouveaux qui sont fixés aussi. Merci beaucoup Manon Aubry, merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.